Jacques Salomé, jamais seul ensemble. Introduction. Le propos essentiel de la présente réflexion portera non seulement sur les difficultés à vivre une relation de couple dans la durée, mais suscitera également des interpellations, ouvrira des propositions et même à des invitations pour affronter et dépasser les obstacles et les pièges inévitables qui jonchent les chemins d'une vie à deux. Pour donner à chacun, s'il en a le désir réel, des outils pratiques, concrets, actifs et accessibles pour construire une relation de couple vivante, créatrice, ouverte sur les possibles d'une croissance et d'un partage mutuel. Vivre à deux, en restant différents, est une co-création permanente. Cela suppose chez l'un et l'autre des protagonistes acceptés de s'en donner les moyens au-delà des intentions, des désirs et des attentes idéalisées. Ce ne sont pas les sentiments aussi profonds et réels qui puissent être, ni l'amour aussi vivant soit-il, qui maintiennent deux êtres ensemble dans un couple au fil du temps. Ce n'est pas non plus la seule intensité de la passion ou le seul velouté de l'affection qui permettent à deux êtres de s'épanouir et de croître ensemble dans la durée, face aux aléas quotidiens d'une vie commune. Au-delà de la rencontre et plus loin que l'amour, c'est la qualité de la relation qui se rend capable ou non de se proposer l'un à l'autre, qui donnera la liberté à ces deux êtres de former un couple durable, fondé sur la consistance et la continuité de leurs liens. Si aujourd'hui, 2 couples sur 4 se brisent dans la souffrance, la détresse ou la violence, se séparent dans le désarroi ou se déjoignent par lassitude ou incompréhension, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas su créer et vivre une relation de partage, d'échange ou d'amplification mutuelle, autorisant chacun, dans le sens de se rendre auteur, à continuer d'exister à part entière. D'autre part, outre les différentes modalités matérielles et officielles de la vie en couple, que ce soit sous forme d'une relation continue ou discontinue, ou sous forme de temps de rencontre, que dire encore de ces variantes officieuses et banales de la conjugalité et du compagnonnage, que dire des multiples façons de ne plus vivre ensemble, tout en cohabitant sous ce même toit, que dire des couples qui ont peur de se quitter, de ceux qui se sentent si proches au-delà des distances, que dire des subtiles manières de vivre ensemble, encore en étant séparés, ou des relations de couple qui se prolongent au-delà du divorce par conflit interposé à propos des enfants, des meubles ou des immeubles. Il y a aussi les partenaires qui vont découvrir avec émotion et tendresse qu'ils ne sont jamais aussi bien entendus qu'après une séparation. Enfin, il y a tous ceux qui confondent l'intensité des sentiments avec la violence de la passion et qui maltraitent gaillardement avec une sincérité sans défaut les possibilités d'une relation qui pourrait être merveilleuse si vivre à deux en restant différents est un thème que j'ai déjà développé dans plusieurs articles et quelques ouvrages. En particulier dans Parle-moi, j'ai des choses à te dire et dans Aimer et se le dire, paru aux éditions de l'Homme et que j'ai écrit en collaboration avec Sylvie Galland, ma collègue de toujours. S'interroger aussi, pour toi, pour moi, l'amour est-il associé à la souffrance, à l'abandon, à la détresse, et donc à la captation, à la possessivité, à la peur de perdre? L'amour est-il pour toi, pour moi, au contraire, un terreau, un rivage pour un mieux-être et un bien-être? Sera-t-il un ferment de la joyeuseté, à l'amplification des possibles? Deviendra-t-il un écrin au plaisir? Mon amour et le tien peuvent-ils s'enrichir sur l'interdépendance, s'appuyer sur la confrontation et rayonner à partir d'un partage créatif, dans une relation éveillée au plus proche des attentes et des apports de chacun? Mon propos actuel s'articulera autour de 4 points principaux. Passer de la rencontre à la relation, construire et vivre une relation. Quelles sont les forces de cohésion et les forces d'éclatement ou de séparation à l'œuvre dans toute relation de couple? Comment interagissent-elles, sachant que tout couple est bien un organisme vivant, constitué de bien plus que l'addition de désirs et de sentiments ou que l'intention de vivre avec un compagne ou un compagnon ou même le projet de fonder une famille? Comment vivre une relation d'intimité commune et partagée en la conciliant avec une intimité personnelle qui ne sera pas toujours partagée? Je postule que c'est la création possible de cette double intimité qui fondera les bases les plus solides d'une vie de couple unifiée et harmonieuse. J'alternerai commentaires techniques et réflexions personnelles avec l'apport de quelques citations et textes poétiques pour illustrer les chemins proposés. Chapitre 1er, passer à la rencontre, à la relation. Je crois que chacun de nous est habité par une aspiration profonde, vivace, quasi constante,
est sans doute indestructible, à un état de complétude originelle, celle de tenter de trouver, de s'approcher et de se lier avec un double ou de retrouver la part manquante dont nous gardons tous la trace nostalgique au profond de nous. Il y a en chacun une place ou un espace privilégié pour l'être attendu, espérer, rêver, qui saurait nous comprendre, nous aimer inconditionnellement et peut-être même nous prendre en charge. Il y a chez la plupart d'entre nous un besoin vital de se relier à un partenaire qui sache recevoir notre amour, notre attention et notre présence proche. Un partenaire qui puisse être le réceptacle de notre désir d'aimer et d'être aimé. Cette recherche, suivant l'histoire ou la dynamique personnelle de chacun, sera plutôt active ou plutôt passive. La recherche d'un autre est active quand elle passe principalement par des processus et des stratégies de l'ordre de séduction, par le recours à des attitudes, à des comportements et à des investissements orientés sur l'autre. Elle est mobilisatrice, inventive et suscite toute une mise en acte avec des scénarios basés presque exclusivement sur fait pour l'autre ou même faire à la place de l'autre. Aussi généreuse et dévouée que puisse paraître de prime abord, les attentions dérivées de cette forme de recherche, elles sont bien souvent captatives et visent à créer une relation d'emprise sur l'autre. Les phrases clés qui témoignent de cette dynamique relationnelle sont du type « Tu peux compter sur moi, ne fais rien sans moi, je ferai tout pour toi, je ne te quitterai jamais ». La recherche d'un autre est passive quand elle est surtout constituée d'expectatives, d'attentes, voire d'exigences implicites. La forme clinique majeure, une manière d'être correspondant au syndrome bien connu de la Belle au bois dormant. Il atteint aussi bien les hommes que les femmes, c'est-à-dire tous les candidats qui passent leur rêve à cultiver le secret et magique espoir de l'arrivée du prince charmant ou de la délicieuse princesse susceptible de l'éveiller, de le combler. Chacun attendant de l'autre qu'il réponde à ses besoins et à ses désirs, tout en étant capable de réparer les blessures et de satisfaire à tous les manques, à toutes les failles et même de colmater les vides du passé. Les phrases clés de cette dynamique seront « Je compte sur toi, j'ai besoin ». C'est aussi un réseau complexe de tâtonnements, de confrontations organisées autour d'attentes d'aides, de dents-créances, de missions, d'obligations et de privations, avec bien sûr la possibilité d'être heureux et comblé sur quelques-uns des canaux de ce réseau, avec l'espérance inouïe que l'autre entrera dans les signes reçus et les amplifiera. Cette aspiration et cette recherche consciente ou inconsciente d'une complétude habite notre espérance. Nous dynamise et stimule des élans fabuleux vers un double en direction d'un être complémentaire, que ce soit dans la semblance, positionnement symétrique, ou dans la différence, positionnement asymétrique. Elle suscite d'innombrables tentatives pour trouver non seulement l'âme sœur, mais l'élu, l'homme ou la femme de notre vie. Celui-là et pas un autre. C'est là, entre toutes les autres. J'étais persuadée qu'il était fait pour moi, c'était bien lui et aucun d'autre. Cette mythologie qui nous fait espérer et rechercher l'homme ou la femme de notre vie est souvent liée à la certitude que nous sommes capables de proposer et d'accueillir en notre cœur et dans notre vie des amours inaltérables, inoxydables, survivantes aux promesses, aux excuses et aux pardons, résistantes aux illusions, à l'usure du temps, aux déformations du quotidien ou aux blessures de la vie. Nous en payons bien souvent le prix fort, au risque d'un non-respect pour l'essentiel de nous-mêmes, la croyance quasi universelle fondée sur l'évidence d'un amour unique, permanent et sans faille, entendu et reçu comme gage de bonheur durable, va justement nous faire oublier trop souvent qu'une relation vivante et en santé s'entretient, se nourrit, se respecte, qu'elle doit surtout se garder de trop de pollution et se protéger des altérations inévitables d'une intimité qui s'use au partage du plein temps. Quand la rencontre devient partage et agrandissement de chacun, au face-à-face des jours surgissent des instants précieux, dès ce moment reçu, agrandi, inventé pour nous deux, à la rencontre de ce soir. J'en veux garder plus loin la trace bien au-delà du souvenir. Te rappelles-tu qui a proposé, qui a invité, et de quel événement passé ou à venir nous fêtons la présence? As-tu la souvenance encore de cette envie de nous retrouver en ce lieu pour en accueillir le meilleur, en savourer toute l'intensité? Nous sommes accordés au désir de l'essentielle nourriture,
puis au plaisir des regards échangés, à l'abandon des paroles offertes et au reçu de la proximité fragile. Nous avons partagé dans le secret de mots et recréé en ces lieux une part de nos élans. Jacques Salomé, jamais seul ensemble. Introduction. Le propos essentiel de la présente réflexion portera non seulement sur les difficultés à vivre une relation de couple dans la durée, mais suscitera également des interpellations, ouvrira des propositions et même à des invitations pour affronter et dépasser les obstacles et les pièges inévitables qui jonchent les chemins d'une vie à deux. Pour donner à chacun, s'il en a le désir réel, des outils pratiques, concrets, actifs et accessibles pour construire une relation de couple vivante, créatrice, ouverte sur les possibles d'une croissance et d'un partage mutuel. Vivre à deux, en restant différents, est une co-création permanente. Cela suppose chez l'un et l'autre des protagonistes d'accepter de s'en donner les moyens au-delà des intentions, des désirs et des attentes idéalisées. Ce ne sont pas les sentiments aussi profonds et réels qui puissent être, ni l'amour aussi vivant soit-il, qui maintiennent deux êtres ensemble dans un couple au fil du temps. Ce n'est pas non plus la seule intensité de la passion ou le seul velouté de l'affection qui permettent à deux êtres de s'épanouir et de croître ensemble dans la durée, face aux aléas quotidiens d'une vie commune. Au-delà de la rencontre et plus loin que l'amour, c'est la qualité de la relation qui se rend capable ou non de se proposer l'un à l'autre, qui donnera la liberté à ces deux êtres de former un couple durable, fondé sur la consistance et la continuité de leurs liens. Si aujourd'hui, 2 couples sur 4 se brisent dans la souffrance, la détresse ou la violence, se séparent dans le désarroi ou se déjoignent par lassitude ou incompréhension, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas su créer et vivre une relation de partage, d'échange ou d'amplification mutuelle, autorisant chacun, dans le sens de se rendre auteur, à continuer d'exister à part entière. D'autre part, outre les différentes modalités matérielles et officielles de la vie en couple, que ce soit sous forme d'une relation continue ou discontinue, ou sous forme de temps de rencontre, que dire encore de ces variantes officieuses et banales de la conjugalité et du compagnonnage, que dire des multiples façons de ne plus vivre ensemble, tout en cohabitant sous ce même toit, que dire des couples qui ont peur de se quitter, de ceux qui se sentent si proches au-delà des distances, que dire des subtiles manières de vivre ensemble, encore en étant séparés, ou des relations de couple qui se prolongent au-delà du divorce par conflit interposé à propos des enfants, des meubles ou des immeubles. Il y a aussi des partenaires qui vont découvrir avec émotion et tendresse qu'ils ne sont jamais aussi bien entendus qu'après une séparation. Enfin, il y a tous ceux qui confondent l'intensité des sentiments avec la violence de la passion et qui maltraitent gaillardement avec une sincérité sans défaut les possibilités d'une relation qui pourrait être merveilleuse si vivre à deux en restant différents est un thème que j'ai déjà développé dans plusieurs articles et quelques ouvrages. En particulier dans Parle-moi, j'ai des choses à te dire et dans Aimer c'est le dire, paru aux éditions de l'Homme et que j'ai écrit en collaboration avec Sylvie Galland, ma collègue de toujours. S'interroger aussi, pour toi, pour moi, l'amour est-il associé à la souffrance, à l'abandon, à la détresse, et donc à la captation, à la possessivité, à la peur de perdre? L'amour est-il pour toi, pour moi, au contraire, un terreau, un rivage pour un mieux-être et un bien-être? Sera-t-il un ferment de la joyeuseté, à l'amplification des possibles? Deviendra-t-il un écrin au plaisir? Mon amour et le tien peuvent-ils s'enrichir sur l'interdépendance, s'appuyer sur la confrontation et rayonner à partir d'un partage créatif, dans une relation éveillée au plus proche des attentes et des apports de chacun? Mon propos actuel s'articulera autour de 4 points principaux. Passer de la rencontre à la relation, construire et vivre une relation. Quelles sont les forces de cohésion et les forces d'éclatement ou de séparation à l'œuvre dans toute relation de couple? Comment interagissent-elles, sachant que tout couple est bien un organisme vivant, constitué de bien plus que l'addition de désirs et de sentiments ou que l'intention de vivre avec un compagne ou un compagnon ou même le projet de fonder une famille? Comment vivre une relation d'intimité commune et partagée en la conciliant avec une intimité personnelle qui ne sera pas toujours partagée? Je postule que c'est la création possible de cette double intimité qui fondera les bases les plus solides d'une vie de couple unifiée et harmonieuse. J'alternerai commentaires techniques et réflexions personnelles avec l'apport de quelques citations et textes poétiques pour illustrer les chemins proposés. Chapitre 1er, passer à la rencontre
à la relation. Je crois que chacun de nous est habité par une aspiration profonde, vivace, quasi constante et sans doute indestructible, à un état de complétude originelle, celle de tenter de trouver, de s'approcher et de se lier avec un double ou de retrouver la part manquante dont nous gardons tous la trace nostalgique au profond de nous. Il y a en chacun une place ou un espace privilégié pour être attendu, espérer, rêver, qui saurait nous comprendre, nous aimer inconditionnellement et peut-être même nous prendre en charge. Il y a chez la plupart d'entre nous un besoin vital de se relier à un partenaire qui sache recevoir notre amour, notre attention et notre présence proche. Un partenaire qui puisse être le réceptacle de notre désir d'aimer et d'être aimé. Cette recherche, suivant l'histoire ou la dynamique personnelle de chacun, sera plutôt active ou plutôt passive. La recherche d'un autre est active quand elle passe principalement par des processus et des stratégies de l'ordre de séduction, par le recours à des attitudes, à des comportements et à des investissements orientés sur l'autre. Elle est mobilisatrice, inventive et suscite toute une mise en acte avec des scénarios basés presque exclusivement sur fait pour l'autre ou même faire à la place de l'autre. Aussi généreuse et dévouée que puisse paraître de prime abord, les attentions dérivées de cette forme de recherche, elles sont bien souvent captatives et visent à créer une relation d'emprise sur l'autre. Les phrases clés qui témoignent de cette dynamique relationnelle sont du type « Tu peux compter sur moi, ne fais rien sans moi, je ferai tout pour toi, je ne te quitterai jamais ». La recherche d'un autre est passive quand elle est surtout constituée d'expectatives, d'attentes, voire d'exigences implicites. La forme clinique majeure, une manière d'être correspondant au syndrome bien connu de la Belle au bois dormant. Il atteint aussi bien les hommes que les femmes, c'est-à-dire tous les candidats qui passent leur rêve à cultiver le secret et magique espoir de l'arrivée du prince charmant ou de la délicieuse princesse susceptible de l'éveiller, de le combler. Chacun attendant de l'autre qu'il réponde à ses besoins et à ses désirs, tout en étant capable de réparer les blessures et de satisfaire à tous les manques, à toutes les failles et même de colmater les vides du passé. Les phrases clés de cette dynamique seront « Je compte sur toi, j'ai besoin ». C'est aussi un réseau complexe de tâtonnements, de confrontations organisées autour d'attentes d'aide, de dents-créances, de missions, d'obligations et de privations, avec bien sûr la possibilité d'être heureux et comblé sur quelques-uns des canaux de ce réseau, avec l'espérance inouïe que l'autre entrera dans les signes reçus et les amplifiera. Cette aspiration et cette recherche consciente ou inconsciente d'une complétude habite notre espérance. Nous dynamise et stimule des élans fabuleux vers un double en direction d'un être complémentaire, que ce soit dans la semblance, positionnement symétrique, ou dans la différence, positionnement asymétrique. Elle suscite d'innombrables tentatives pour trouver non seulement l'âme sœur, mais l'élu, l'homme ou la femme de notre vie. Celui-là et pas un autre. C'est là, entre toutes les autres. J'étais persuadée qu'il était fait pour moi, c'était bien lui et aucun autre. Cette mythologie qui nous fait espérer et rechercher l'homme ou la femme de notre vie est souvent liée à la certitude que nous sommes capables de proposer et d'accueillir en notre cœur et dans notre vie des amours inaltérables, inoxydables, survivantes aux promesses, aux excuses et aux pardons, résistantes aux illusions, à l'usure du temps, aux déformations du quotidien ou aux blessures de la vie. Nous en payons bien souvent le prix fort, au risque d'un non-respect pour l'essentiel de nous-mêmes. La croyance quasi universelle fondée sur l'évidence d'un amour unique, permanent et sans faille, entendu et reçu comme gage de bonheur durable, va justement nous faire oublier trop souvent qu'une relation vivante et en santé s'entretient, se nourrit, se respecte, qu'elle doit surtout se garder de trop de pollution et se protéger des altérations inévitables d'une intimité qui s'use au partage du plein temps. Quand la rencontre devient partage et agrandissement de chacun, au face-à-face des jours, surgissent des instants précieux, dès ce moment reçu, agrandi, inventé pour nous deux, à la rencontre de ce soir. J'en veux garder plus loin la trace bien au-delà du souvenir. Te rappelles-tu qui a proposé, qui a invité, et de quel événement passé ou à venir nous fêtons la présence.
As-tu la souvenance encore de cette envie de nous retrouver en ce lieu pour en accueillir le meilleur, en savourer toute l'intensité? Nous nous sommes accordés au désir de l'essentielle nourriture, puis au plaisir des regards échangés, à l'abandon des paroles offertes et au reçu de la proximité fragile. Nous avons partagé dans le secret de mots et recréé en ces lieux une part de nos élans. Jacques Salomé, jamais seul ensemble. Introduction. Le propos essentiel de la présente réflexion portera non seulement sur les difficultés à vivre une relation de couple dans la durée, mais suscitera également des interpellations, offrira des propositions et même à des invitations pour affronter et dépasser les obstacles et les pièges inévitables qui jonchent les chemins d'une vie à deux. Pour donner à chacun, s'il en a le désir réel, des outils pratiques, concrets, actifs et accessibles pour construire une relation de couple vivante, créatrice, ouverte sur les possibles d'une croissance et d'un partage mutuel. Vivre à deux, en restant différents, est une co-création permanente. Cela suppose chez l'un et l'autre des protagonistes d'accepter de s'en donner les moyens au-delà des intentions, des désirs et des attentes idéalisées. Ce ne sont pas les sentiments aussi profonds et réels qui puissent être, ni l'amour aussi vivant soit-il, qui maintiennent deux êtres ensemble dans un couple au fil du temps. Ce n'est pas non plus la seule intensité de la passion ou le seul velouté de l'affection qui permettent à deux êtres de s'épanouir et de croître ensemble dans la durée, face aux aléas quotidiens d'une vie commune. Au-delà de la rencontre et plus loin que l'amour, c'est la qualité de la relation qui se rend capable ou non de se proposer l'un à l'autre, qui donnera la liberté à ces deux êtres de former un couple durable, fondé sur la consistance et la continuité de leurs liens. Si aujourd'hui, 2 couples sur 4 se brisent dans la souffrance, la détresse ou la violence, se séparent dans le désarroi ou se déjoignent par lassitude ou incompréhension, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas su créer et vivre une relation de partage, d'échange ou d'amplification mutuelle, autorisant chacun, dans le sens de se rendre auteur, à continuer d'exister à part entière. D'autre part, outre les différentes modalités matérielles et officielles de la vie en couple, que ce soit sous forme d'une relation continue ou discontinue, ou sous forme de temps de rencontre, que dire encore de ces variantes officieuses et banales de la conjugalité et du compagnonnage, que dire des multiples façons de ne plus vivre ensemble, tout en cohabitant sous ce même toit, que dire des couples qui ont peur de se quitter, de ceux qui se sentent si proches au-delà des distances, que dire des subtiles manières de vivre ensemble, encore en étant séparés, ou des relations de couple qui se prolongent au-delà du divorce par conflit interposé à propos des enfants, des meubles ou des immeubles. Il y a aussi des partenaires qui vont découvrir avec émotion et tendresse qu'ils ne sont jamais aussi bien entendus qu'après une séparation. Enfin, il y a tous ceux qui confondent l'intensité des sentiments avec la violence de la passion et qui maltraitent gaillardement avec une sincérité sans défaut les possibilités d'une relation qui pourrait être merveilleuse si vivre à deux en restant différents est un thème que j'ai déjà développé dans plusieurs articles et quelques ouvrages. En particulier dans Parle-moi, j'ai des choses à te dire et dans Aimer c'est le dire, paru aux éditions de l'Homme et que j'ai écrit en collaboration avec Sylvie Galland, ma collègue de toujours. S'interroger aussi, pour toi, pour moi, l'amour est-il associé à la souffrance, à l'abandon, à la détresse, et donc à la captation, à la possessivité, à la peur de perdre? L'amour est-il pour toi, pour moi, au contraire, un terreau, un rivage pour un mieux-être et un bien-être? Sera-t-il un ferment de la joyeuseté, à l'amplification des possibles? Deviendra-t-il un écrin au plaisir? Mon amour et le tien peuvent-ils s'enrichir sur l'interdépendance, s'appuyer sur la confrontation et rayonner à partir d'un partage créatif, dans une relation éveillée au plus proche des attentes et des apports de chacun? Mon propos actuel s'articulera autour de 4 points principaux. Passer de la rencontre à la relation, construire et vivre une relation. Quelles sont les forces de cohésion et les forces d'éclatement ou de séparation à l'œuvre dans toute relation de couple? Comment interagissent-elles, sachant que tout couple est bien un organisme vivant, constitué de bien plus que l'addition de désirs et de sentiments ou que l'intention de vivre avec un compagne ou un compagnon ou même le projet de fonder une famille? Comment vivre une relation d'intimité commune et partagée en la conciliant avec une intimité personnelle qui ne sera pas toujours partagée? Je postule que c'est la création possible de cette double intimité qui fondera les bases les plus solides d'une vie de couple unifiée et harmonieuse. J'alternerai
Commentaires techniques et réflexions personnelles avec l'apport de quelques citations et textes poétiques pour illustrer les chemins proposés. Chapitre 1er. Passer à la rencontre, à la relation. Je crois que chacun de nous est habité par une aspiration profonde, vivace, quasi constante et sans doute indestructible, à un état de complétude originelle, celle de tenter de trouver, de s'approcher et de se lier avec un double ou de retrouver la part manquante dont nous gardons tous la trace nostalgique au profond de nous. Il y a en chacun une place ou un espace privilégié pour l'être attendu, espérer, rêver, qui saurait nous comprendre, nous aimer inconditionnellement et peut-être même nous prendre en charge. Il y a chez la plupart d'entre nous un besoin vital de se relier à un partenaire qui sache recevoir notre amour, notre attention et notre présence proche. Un partenaire qui puisse être le réceptacle de notre désir d'aimer et d'être aimé. Cette recherche, suivant l'histoire ou la dynamique personnelle de chacun, sera plutôt active ou plutôt passive. La recherche d'un autre est active quand elle passe principalement par des processus et des stratégies de l'ordre de séduction, par le recours à des attitudes, à des comportements et à des investissements orientés sur l'autre. Elle est mobilisatrice, inventive et suscite toute une mise en acte avec des scénarios basés presque exclusivement sur fait pour l'autre ou même faire à la place de l'autre. Aussi généreuse et dévouée que puisse paraître, de prime abord, les attentions dérivées de cette forme de recherche, elles sont bien souvent captatives et visent à créer une relation d'emprise sur l'autre. Les phrases clés qui témoignent de cette dynamique relationnelle sont du type « Tu peux compter sur moi »,« Ne fais rien sans moi »,« Je ferai tout pour toi »,« Je ne te quitterai jamais ». La recherche d'un autre est passive quand elle est surtout constituée d'expectatives, d'attentes, voire d'exigences implicites. La forme clinique majeure, une manière d'être correspondant au syndrome bien connu de la Belle au bois dormant. Il atteint aussi bien les hommes que les femmes, c'est-à-dire tous les candidats qui passent leur rêve à cultiver le secret et magique espoir de l'arrivée du prince charmant ou de la délicieuse princesse susceptible de l'éveiller, de le combler. Chacun attendant de l'autre qu'il réponde à ses besoins et à ses désirs, tout en étant capable de réparer les blessures et de satisfaire à tous les manques, à toutes les failles et même de colmater les vides du passé. Les phrases clés de cette dynamique seront « Je compte sur toi, j'ai besoin ». C'est aussi un réseau complexe de tâtonnements, de confrontations organisées autour d'attentes d'aides, de dents-créances, de missions, d'obligations et de privations, avec bien sûr la possibilité d'être heureux et comblé sur quelques-uns des canaux de ce réseau, avec l'espérance inouïe que l'autre entrera dans les signes reçus et les amplifiera. Cette aspiration et cette recherche consciente ou inconsciente d'une complétude habite notre espérance. Nous dynamise et stimule des élans fabuleux vers un double en direction d'un être complémentaire, que ce soit dans la semblance, positionnement symétrique, ou dans la différence, positionnement asymétrique. Elle suscite d'innombrables tentatives pour trouver non seulement l'âme sœur, mais l'élu, l'homme ou la femme de notre vie. Celui-là et pas un autre. C'est là, entre toutes les autres. J'étais persuadée qu'il était fait pour moi, c'était bien lui et aucun d'autre. Cette mythologie qui nous fait espérer et rechercher l'homme ou la femme de notre vie est souvent liée à la certitude que nous sommes capables de proposer et d'accueillir en notre cœur et dans notre vie des amours inaltérables, inoxydables, survivantes aux promesses, aux excuses et aux pardons, résistantes aux illusions, à l'usure du temps, aux déformations du quotidien ou aux blessures de la vie. Nous en payons bien souvent le prix fort, au risque d'un non-respect pour l'essentiel de nous-mêmes, la croyance quasi universelle fondée sur l'évidence d'un amour unique, permanent et sans faille, entendu et reçu comme gage de bonheur durable, va justement nous faire oublier trop souvent qu'une relation vivante et en santé s'entretient, se nourrit, se respecte, qu'elle doit surtout se garder de trop de pollution et se protéger des altérations inévitables d'une intimité qui s'use au partage du plein temps. Quand la rencontre devient partage et agrandissement de chacun, au face-à-face des jours surgissent des instants précieux, dès ce moment reçu, agrandis, inventés pour nous deux,
à la rencontre de ce soir. J'en veux garder de loin la trace bien au-delà du souvenir. Te rappelles-tu qui a proposé, qui a invité, et de quel événement passé ou à venir nous fêtons la présence? As-tu la souvenance encore de cette envie de nous retrouver en ce lieu pour en accueillir le meilleur, en savourer toute l'intensité? Nous nous sommes accordés au désir de l'essentiel nourriture, puis au plaisir des regards échangés, à l'abandon des paroles offertes et au reçu de la proximité fragile. Nous avons partagé dans le secret de mots et recréé en ces lieux une part de nos élans. Jacques Salomé, jamais seul ensemble. Introduction. Le propos essentiel de la présente réflexion portera non seulement sur les difficultés à vivre une relation de couple dans la durée, mais suscitera également des interpellations, ouvrira des propositions et même à des invitations pour affronter et dépasser les obstacles et les pièges inévitables qui jonchent les chemins d'une vie à deux. Pour donner à chacun, s'il en a le désir réel, des outils pratiques, concrets, actifs et accessibles pour construire une relation de couple vivante, créatrice, ouverte sur les possibles d'une croissance et d'un partage mutuel. Vivre à deux, en restant différents, est une co-création permanente. Cela suppose chez l'un et l'autre des protagonistes acceptés de s'en donner les moyens au-delà des intentions, des désirs et des attentes idéalisées. Ce ne sont pas les sentiments aussi profonds et réels qui puissent être, ni l'amour aussi vivant soit-il, qui maintiennent deux êtres ensemble dans un couple au fil du temps. Ce n'est pas non plus la seule intensité de la passion ou le seul velouté de l'affection qui permettent à deux êtres de s'épanouir et de croître ensemble dans la durée, face aux aléas quotidiens d'une vie commune. Au-delà de la rencontre et plus loin que l'amour, c'est la qualité de la relation qui se rend capable ou non de se proposer l'un à l'autre, qui donnera la liberté à ces deux êtres de former un couple durable, fondé sur la consistance et la continuité de leurs liens. Si aujourd'hui, 2 couples sur 4 se brisent dans la souffrance, la détresse ou la violence, se séparent dans le désarroi ou se déjoignent par lassitude ou incompréhension, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas su créer et vivre une relation de partage, d'échange ou d'amplification mutuelle, autorisant chacun, dans le sens de se rendre auteur, à continuer d'exister à part entière. D'autre part, outre les différentes modalités matérielles et officielles de la vie en couple, que ce soit sous forme d'une relation continue ou discontinue, ou sous forme de temps de rencontre, que dire encore de ces variantes officieuses et banales de la conjugalité et du compagnonnage, que dire des multiples façons de ne plus vivre ensemble, tout en cohabitant sous ce même toit, que dire des couples qui ont peur de se quitter, de ceux qui se sentent si proches au-delà des distances, que dire des subtiles manières de vivre ensemble, encore en étant séparés, ou des relations de couple qui se prolongent au-delà du divorce par conflit interposé à propos des enfants, des meubles ou d'un immeuble. Il y a aussi des partenaires qui vont découvrir avec émotion et tendresse qu'ils ne sont jamais aussi bien entendus qu'après une séparation. Enfin, il y a tous ceux qui confondent l'intensité des sentiments avec la violence de la passion et qui maltraitent gaillardement avec une sincérité sans défaut les possibilités d'une relation qui pourrait être merveilleuse si vivre à deux en restant différents est un thème que j'ai déjà développé dans plusieurs articles et quelques ouvrages. En particulier dans Parle-moi, j'ai des choses à te dire et dans Aimer et se le dire, paru aux éditions de l'Homme et que j'ai écrit en collaboration avec Sylvie Galland, ma collègue de toujours. S'interroger aussi, pour toi, pour moi, l'amour est-il associé à la souffrance, à l'abandon, à la détresse, et donc à la captation, à la possessivité, à la peur de perdre? L'amour est-il pour toi, pour moi, au contraire, un terreau, un rivage pour un mieux-être et un bien-être? Sera-t-il un ferment de la joyeuseté, à l'amplification des possibles? Deviendra-t-il un écrin au plaisir? Mon amour et le tien peuvent-ils s'enrichir sur l'interdépendance, s'appuyer sur la confrontation et rayonner à partir d'un partage créatif, dans une relation éveillée au plus proche des attentes et des apports de chacun? Mon propos actuel s'articulera autour de 4 points principaux. Passer de la rencontre à la relation, construire et vivre une relation. Quelles sont les forces de cohésion et les forces d'éclatement ou de séparation à l'œuvre dans toute relation de couple? Comment interagissent-elles, sachant que tout couple est bien un organisme vivant, constitué de bien plus que l'addition de désirs et de sentiments ou que l'intention de vivre avec un compagne ou un compagnon ou même le projet de fonder une famille? Comment vivre une relation d'intimité commune et partagée
en la conciliant avec une intimité personnelle qui ne sera pas toujours partagée. Je postule que c'est la création possible de cette double intimité qui fondera les bases les plus solides d'une vie de couple unifiée et harmonieuse. J'alternerai commentaires techniques et réflexions personnelles avec l'apport de quelques citations et textes poétiques pour illustrer les chemins proposés. Chapitre 1er. Passer à la rencontre, à la relation. Je crois que chacun de nous est habité par une aspiration profonde, vivace, quasi constante et sans doute indestructible, à un état de complétude originelle, celle de tenter de trouver, de s'approcher et de se lier avec un double ou de retrouver la part manquante dans nous gardant tous la trace nostalgique au profond de nous. Il y a en chacun une place ou un espace privilégié pour l'être attendu, espérer, rêver, qui saurait nous comprendre, nous aimer inconditionnellement et peut-être même nous prendre en charge. Il y a chez la plupart d'entre nous un besoin vital de se relier à un partenaire qui sache recevoir notre amour, notre attention et notre présence proche. Un partenaire qui puisse être le réceptacle de notre désir d'aimer et d'être aimé. Cette recherche, suivant l'histoire ou la dynamique personnelle de chacun, sera plutôt active ou plutôt passive. La recherche d'un autre est active quand elle passe principalement par des processus et des stratégies de l'ordre de séduction, par le recours à des attitudes, à des comportements et à des investissements orientés sur l'autre. Elle est mobilisatrice, inventive et suscite toute une mise en acte avec des scénarios basés presque exclusivement sur fait pour l'autre ou même faire à la place de l'autre. Aussi généreuse et dévouée que puisse paraître, de prime abord, les attentions dérivées de cette forme de recherche, elles sont bien souvent captatives et visent à créer une relation d'emprise sur l'autre. Les phrases clés qui témoignent de cette dynamique relationnelle sont du type « Tu peux compter sur moi, ne fais rien sans moi, je ferai tout pour toi, je ne te quitterai jamais ». La recherche d'un autre est passive quand elle est surtout constituée d'expectatives, d'attentes, voire d'exigences implicites. La forme clinique majeure, une manière d'être correspondant au syndrome bien connu de la Belle au bois dormant. Il atteint aussi bien les hommes que les femmes, c'est-à-dire tous les candidats qui passent leur rêve à cultiver le secret et magique espoir de l'arrivée du prince charmant ou de la délicieuse princesse susceptible de l'éveiller, de le combler. Chacun attendant de l'autre qu'il réponde à ses besoins et à ses désirs, tout en étant capable de réparer les blessures et de satisfaire à tous les manques, à toutes les failles et même de colmater les vides du passé. Les phrases clés de cette dynamique seront « Je compte sur toi, j'ai besoin ». Un couple, c'est aussi un réseau complexe de tâtonnements, de confrontations organisées autour d'attentes d'aide, de dents-créances, de missions, d'obligations et de privations, avec bien sûr la possibilité d'être heureux et comblé sur quelques-uns des canaux de ce réseau, avec l'espérance inouïe que l'autre entrera dans les signes reçus et les amplifiera. Cette aspiration et cette recherche consciente ou inconsciente d'une complétude habite notre espérance. Nous dynamise et stimule des élans fabuleux vers un double en direction d'un être complémentaire, que ce soit dans la semblance, positionnement symétrique, ou dans la différence, positionnement asymétrique. Elle suscite d'innombrables tentatives pour trouver non seulement l'âme sœur, mais l'élu, l'homme ou la femme de notre vie. Celui-là et pas un autre. C'est là, entre toutes les autres. J'étais persuadée qu'il était fait pour moi, c'était bien lui et aucun autre. Cette mythologie qui nous fait espérer et rechercher l'homme ou la femme de notre vie est souvent liée à la certitude que nous sommes capables de proposer et d'accueillir en notre cœur et dans notre vie des amours inaltérables, inoxydables, survivantes aux promesses, aux excuses et aux pardons, résistantes aux illusions, à l'usure du temps, aux déformations du quotidien ou aux blessures de la vie. Nous en payons bien souvent le prix fort, au risque d'un non-respect pour l'essentiel de nous-mêmes, la croyance quasi universelle fondée sur l'évidence d'un amour unique, permanent et sans faille, entendu et reçu comme gage de bonheur durable, va justement nous faire oublier trop souvent qu'une relation vivante et en santé s'entretient, se nourrit, se respecte, qu'elle doit surtout se garder de trop de pollution et se protéger des altérations inévitables d'une intimité
qui s'use au partage du plein temps. Quand la rencontre devient partage et agrandissement de chacun, au face-à-face des jours, surgissent des instants précieux, dès ce moment reçu, agrandi, inventé pour nous deux, à la rencontre de ce soir. J'en veux garder plus loin la trace bien au-delà du souvenir. Te rappelles-tu qui a proposé, qui a invité, et de quel événement passé ou à venir nous fêtant la présence? As-tu la souvenance encore de cette envie de nous retrouver en ce lieu pour en accueillir le meilleur, en savourer toute l'intensité? Nous nous sommes accordés au désir de l'essentiel nourriture, puis au plaisir des regards échangés, à l'abandon des paroles offertes et au reçu de la proximité fragile. Nous avons partagé dans le secret de mots et recréé en ces lieux une part de nos élans. Jacques Salomé, jamais seul ensemble. Introduction. Le propos essentiel de la présente réflexion portera non seulement sur les difficultés à vivre une relation de couple dans la durée, mais suscitera également des interpellations, ouvrira des propositions et même à des invitations pour affronter et dépasser les obstacles et les pièges inévitables qui jonchent les chemins d'une vie à deux. Pour donner à chacun, s'il en a le désir réel, des outils pratiques, concrets, actifs et accessibles pour construire une relation de couple vivante, créatrice, ouverte sur les possibles d'une croissance et d'un partage mutuel. Vivre à deux, en restant différents, est une co-création permanente. Cela suppose chez l'un et l'autre des protagonistes d'accepter de s'en donner les moyens au-delà des intentions, des désirs et des attentes idéalisées. Ce ne sont pas les sentiments aussi profonds et réels qui puissent être, ni l'amour aussi vivant soit-il, qui maintiennent deux êtres ensemble dans un couple au fil du temps. Ce n'est pas non plus la seule intensité de la passion ou le seul velouté de l'affection qui permettent à deux êtres de s'épanouir et de croître ensemble dans la durée, face aux aléas quotidiens d'une vie commune. Au-delà de la rencontre et plus loin que l'amour, c'est la qualité de la relation qui se rend capable ou non de se proposer l'un à l'autre, qui donnera la liberté à ces deux êtres de former un couple durable, fondé sur la consistance et la continuité de leur lien. Si aujourd'hui, 2 couples sur 4 se brisent dans la souffrance, la détresse ou la violence, se séparent dans le désarroi ou se déjoignent par lassitude ou incompréhension, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas su créer et vivre une relation de partage, d'échange ou d'amplification mutuelle, autorisant chacun, dans le sens de se rendre auteur, à continuer d'exister à part entière. D'autre part, outre les différentes modalités matérielles et officielles de la vie en couple, que ce soit sous forme d'une relation continue ou discontinue, ou sous forme de temps de rencontre, que dire encore de ces variantes officieuses et banales de la conjugalité et du compagnonnage, que dire des multiples façons de ne plus vivre ensemble, tout en cohabitant sous ce même toit, que dire des couples qui ont peur de se quitter, de ceux qui se sentent si proches au-delà des distances, que dire des subtiles manières de vivre ensemble, encore en étant séparés, ou des relations de couple qui se prolongent au-delà du divorce par conflit interposé à propos des enfants, des meubles ou des immeubles. Il y a aussi des partenaires qui vont découvrir avec émotion et tendresse qu'ils ne sont jamais aussi bien entendus qu'après une séparation. Enfin, il y a tous ceux qui confondent l'intensité des sentiments avec la violence de la passion et qui maltraitent gaillardement, avec une sincérité sans défaut, les possibilités d'une relation qui pourrait être merveilleuse si vivre à deux en restant différent est un thème que j'ai déjà développé dans plusieurs articles et quelques ouvrages. En particulier dans Parle-moi, j'ai des choses à te dire et dans Aimer c'est le dire, paru aux éditions de l'Homme et que j'ai écrit en collaboration avec Sylvie Galland, ma collègue de toujours. S'interroger aussi, pour toi, pour moi, l'amour est-il associé à la souffrance, à l'abandon, à la détresse, et donc à la captation, à la possessivité, à la peur de perdre? L'amour est-il pour toi, pour moi, au contraire, un terreau, un rivage pour un mieux-être et un bien-être? Sera-t-il un ferment de la joyeuseté, à l'amplification des possibles? Deviendra-t-il un écrin au plaisir? Mon amour et le tien peuvent-ils s'enrichir sur l'interdépendance, s'appuyer sur la confrontation et rayonner à partir d'un partage créatif, dans une relation éveillée au plus proche des attentes et des apports de chacun? Mon propos actuel s'articulera autour de 4 points principaux. Passer de la rencontre à la relation, construire et vivre une relation. Quelles sont les forces de cohésion et les forces d'éclatement ou de séparation à l'œuvre dans toute relation de couple? Comment interagissent-elles, sachant que tout couple est bien un organisme vivant, constitué
de bien plus que l'addition de désirs et de sentiments ou que l'intention de vivre avec un compagne ou un compagnon ou même le projet de fonder une famille. Comment vivre une relation d'intimité commune et partagée en la conciliant avec une intimité personnelle qui ne sera pas toujours partagée. Je postule que c'est la création possible de cette double intimité qui fondera les bases les plus solides d'une vie de couple unifiée et harmonieuse. J'alternerai commentaires techniques et réflexions personnelles avec l'apport de quelques citations et textes poétiques pour illustrer les chemins proposés. Chapitre 1er, passer à la rencontre, à la relation. Je crois que chacun de nous est habité par une aspiration profonde, vivace, quasi constante et sans doute indestructible, à un état de complétude originelle, celle de tenter de trouver, de s'approcher et de se lier avec un double ou de retrouver la part manquante dont nous gardons tous la trace nostalgique au profond de nous. Il y a en chacun une place ou un espace privilégié pour être attendu, espérer, rêver, qui saurait nous comprendre, nous aimer inconditionnellement et peut-être même nous prendre en charge. Il y a chez la plupart d'entre nous un besoin vital de se relier à un partenaire qui sache recevoir notre amour, notre attention et notre présence proche, un partenaire qui puisse être le réceptacle de notre désir d'aimer et d'être aimé. Cette recherche, suivant l'histoire ou la dynamique personnelle de chacun, sera plutôt active ou plutôt passive. La recherche d'un autre est active quand elle passe principalement par des processus et des stratégies de l'ordre de séduction, par le recours à des attitudes, à des comportements et à des investissements orientés sur l'autre. Elle est mobilisatrice, inventive et suscite toute une mise en acte avec des scénarios basés presque exclusivement sur fait pour l'autre ou même faire à la place de l'autre. Aussi généreuse et dévouée que puisse paraître, de prime abord, les attentions dérivées de cette forme de recherche, elles sont bien souvent captatives et visent à créer une relation d'emprise sur l'autre. Les phrases clés qui témoignent de cette dynamique relationnelle sont du type « Tu peux compter sur moi, ne fais rien sans moi, je ferai tout pour toi, je ne te quitterai jamais ». La recherche d'un autre est passive quand elle est surtout constituée d'expectatives, d'attentes, voire d'exigences implicites. La forme clinique majeure de cette manière d'être correspondant au syndrome bien connu de la Belle au bois dormant. Il atteint aussi bien les hommes que les femmes, c'est-à-dire tous les candidats qui passent leur rêve à cultiver le secret et magique espoir de l'arrivée du prince charmant ou de la délicieuse princesse susceptible de l'éveiller, de le combler. Chacun attendant de l'autre qu'il réponde à ses besoins et à ses désirs, tout en étant capable de réparer les blessures et de satisfaire à tous les manques, à toutes les failles et même de colmater les vides du passé. Les phrases clés de cette dynamique seront « Je compte sur toi, j'ai besoin ». Un couple, c'est aussi un réseau complexe de tâtonnements, de confrontations organisées autour d'attentes d'aide, de dents-créances, de missions, d'obligations et de privations, avec bien sûr la possibilité d'être heureux et comblé sur quelques-uns des canaux de ce réseau, avec l'espérance inouïe que l'autre entrera dans les signes reçus et les amplifiera. Cette aspiration et cette recherche consciente ou inconsciente d'une complétude habite notre espérance. Nous dynamise et stimule des élans fabuleux vers un double en direction d'un être complémentaire, que ce soit dans la semblance, positionnement symétrique, ou dans la différence, positionnement asymétrique. Elle suscite d'innombrables tentatives pour trouver non seulement l'âme sœur, mais l'élu, l'homme ou la femme de notre vie. Celui-là et pas un autre. C'est là, entre toutes les autres. J'étais persuadée qu'il était fait pour moi, c'était bien lui et aucun autre. Cette mythologie qui nous fait espérer et rechercher l'homme ou la femme de notre vie est souvent liée à la certitude que nous sommes capables de proposer et d'accueillir en notre cœur et dans notre vie des amours inaltérables, inoxydables, survivantes aux promesses, aux excuses et aux pardons, résistantes aux illusions, à l'usure du temps, aux déformations du quotidien ou aux blessures de la vie. Nous en payons bien souvent le prix fort, au risque d'un non-respect pour l'essentiel de nous-mêmes. La croyance quasi universelle fondée sur l'évidence d'un amour unique, permanent et sans faille,
entendu et reçu comme gage de bonheur durable, va justement nous faire oublier trop souvent qu'une relation vivante et en santé s'entretient, se nourrit, se respecte,